entre le Congo et le Rwanda. Je parle de la République démocratique du Congo, c'est bien ça, le Congo-Kinshasa. Il se passe des choses terribles depuis déjà longtemps, mais là, en ce moment, il y a une recrudescence terrible. Et pourquoi ? On en parle et on est toujours heureux de la recevoir avec Michaela Arong. Michaela Arong, vous êtes journaliste anglaise, vous avez travaillé pour Reuters, BBC, Financial Times, vous êtes maintenant freelance, comme on dit, indépendante. D'ailleurs, vous l'avez toujours été indépendante, faut le dire. Spécialiste de l'Afrique, et vous avez écrit au moins 2 livres qui ont été publiés aux éditions Max Milo. Le premier, c'est Rwanda, assassin sans frontières, et La chute de Léopard. Et donc, vraiment, vous connaissez parfaitement et ce continent et ce qui s'y passe. Alors là, on a des chiffres, dites-moi, c'est les chiffres d'Amnesty International, qui dit ceci. Depuis les années 90, selon les Nations Unies, au moins 6 millions de Congolais sont morts, pas forcément en raison de tueries, mais également de maladies, de blessures, des suites des viols et des conditions précaires d'existence liées au combat. Et 4 millions au moins depuis les années 90 ont été déplacés dans l'indifférence quasi générale ou presque de la communauté internationale. Ce sont des bons chiffres? Bon, il y a toujours un débat, ouais. Surtout sur les déplacés actuellement, parce que effectivement depuis janvier, on a vu toute une invasion de ce mouvement rebelle, le mouvement 23. Le mouvement 23. Alors expliquez-nous, c'est quoi ce mouvement 23 justement? C'est un mouvement de Tutsis congolais. Des soldats qui font partie de cette minorité ethnique Tutsi, ils ont mutiné contre l'armée congolaise. D'accord. Ils ont été présents dans cette région, le nord Kivu et le sud Kivu, oui. Depuis des années et des années. Mais depuis janvier, on a vu vraiment une campagne, et c'est soutenu par le Rwanda, le pays voisin, le pays tout petit. Parce que le Rwanda, c'est tout petit par rapport au Congo. Il n'y a rien à voir. Ouais. Mais quand même, c'est le Rwanda qui a vraiment l'armée impressionnante. Et on sait très bien que derrière le mouvement 23, il y a les soldats et l'armée rwandaise. Effectivement, on dit qu'il y a entre 8 000 et 12 000 soldats rwandais actuellement sur le territoire congolais en train de soutenir le mouvement 23. Et avec des massacres et des exactions terribles, non ? Bon, on voit malheureusement, qu'on voit souvent dans cette région, on voit des massacres, on voit du pillage, des lynchages, des viols. On disait même qu'il y avait 60 viols en moyen chaque jour dans les dernières 2 semaines de février. Effectivement, actuellement, on essaie de faire croire au public qu'il y a le calme à Goma, la ville au nord Kivu, qui est contrôlée maintenant par le mouvement 23. Et on envoie des journalistes de la part du Rwanda pour dire que tout va bien, raconter que tout va bien, tout est tranquille. Mais effectivement, on voit qu'au sud, à Bukavu, où il y a eu des grands pillages, il y a des prisonniers qui échappent des prisons, il y a des meurtres au plein vue, et des corps un peu partout. Et c'est parce qu'effectivement, la police congolaise n'est plus en place, et on avait formé une nouvelle police, et il n'y a plus personne. Alors justement, Michaela, on voudrait comprendre qu'est-ce qui a fait cette recrudescence depuis janvier, depuis quelques mois, même avant. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a cette présence, en tout cas, le mouvement 23, vous l'avez appuyé par l'armée rwandaise sur le territoire du Congo. Est-ce que c'est véritablement pour la bagarre pour les terres rares, le fameux lithium, le coltan, etc., etc. Bon, je pense que c'est sûr que c'est un élément. Parce que le Congo, ils ont tous ces minéraux, et c'est des minéraux, on sait très bien qu'il y a très peu du côté de la frontière rwandaise. Mais c'est le territoire du Congo qui a ces minéraux. Oui, le lithium, le coltan, l'or. L'or est très important, on oublie un peu, mais il y a eu des exports énormes d'or récemment à partir du Rwanda et aussi du Ouganda. Et on sait très bien qu'il n'y a pas des mines d'or miraculeux au Rwanda.
Mais effectivement, je pense que c'est pas la seule raison et que c'est vraiment une question de contrôle. C'est le pouvoir. C'est un monsieur Paul Kagame, le président actuel du Rwanda, qui veut faire voir aux dirigeants africains des Grands Lacs que c'est lui le plus important, que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide. Et depuis 3 ans, il est en train vraiment de pousser et on a l'impression maintenant, il a donné plusieurs discours où il parle du fait que les anciennes frontières du royaume du Tutsi étaient beaucoup plus larges. Donc il voudrait un peu s'étendre, enfin en tout cas essayer de dire qu'on peut changer les frontières. Quoi. Il n'a pas dit directement, mais ses références, on a bien noté. Et on voit que parmi les cercles intellectuels rwandais, on parle de plus en plus de cette question de l'ancien empire. Mais alors c'est à la fois, vous voulez dire à la fois, il y a des raisons évidemment économiques très importantes, que ce soit les terres rares ou l'or. Évidemment, ce sont des milliards et des milliards de dollars derrière. Et puis les questions du pouvoir et de l'influence. Oui, et je pense c'est un monsieur qui est très ambitieux et il a toujours cru qu'il est plus malin, plus intelligent que les autres. Il a derrière lui une armée vraiment impressionnante, grâce un peu à notre aide, notre soutien financier du côté des Occidentaux. Et je pense à un certain moment, il avait l'impression que l'Ouganda, son voisin, et le Burundi et aussi le Congo étaient en train de signer des accords, surtout pour des transports, la construction routière et ferroviaire, et il n'était pas impliqué dans ces projets. Et ça... mais alors dites-moi, vous dites l'armée rwandaise est très forte, Michael Arong, mais comment, et le Congo ne rétorque pas, je veux dire, est-ce que l'armée congolaise, qui est quand même, enfin le Congo, on voit la puissance du pays, mais l'armée congolaise n'est pas à cette hauteur-là On a toujours eu un problème avec l'armée congolaise, et depuis les années Mobutu, sur laquelle je parle dans mon livre, parce que le FAZ, les forces armées zaïroises, à l'époque, eux, dès qu'il y avait un combat réel, ils enlevaient les uniformes, ils devenaient des citoyens ordinaires. Ils se battaient pas. Ils se battaient pas. Et on a vu un peu la même chose cette fois-ci. Il y a eu des combats sérieux, mais quand même, il y a eu aussi beaucoup de soldats qui font la même chose. Mais ils sont mal payés. Souvent, ils sont même pas nourris. Ils ont peur. Et en plus, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une complicité entre les officiers congolais souvent et les Rwandais. Ils se connaissent très bien et ils voyagent un peu à travers la frontière très souvent, et il y a eu des donc on peut dire payés. Que le Congo le Zaïre, comment dire, est une espèce de passoire aujourd'hui pour qu'un certain nombre de Rwandais, enfin de l'armée militaire rwandais, évidemment dirigée. Mais alors dites-moi, en attendant, c'est le peuple, les hommes, les femmes, les enfants qui payent le prix. Bon, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On sait très bien que Denis Mukwege, le monsieur qui a gagné le prix Nobel de la paix, c'est un chirurgien spécialisé dans les femmes qui ont été violées d'une façon tellement violente, elles ont besoin de chirurgie. Et c'est à Bukavu que son hôpital Panzi est basé. C'est parce qu'il y a des années, c'est toujours les femmes qui payent. Oui, c'est terrifiant cela. Et en fait, donc, tout est fait pour que ça continue. C'est-à-dire, ça peut continuer dans un silence assourdissant, ou il peut y avoir de sortie de cela. Il n'y a pas eu une silence complète. Il faut dire que des côtés des Occidentaux, il y a eu des sanctions annoncées par mon propre pays, le Royaume-Uni, les Américains aussi, l'Allemagne. Mais ça a été fait, enfin, ça a commencé à avoir exécution, ces sanctions.
sanctions ou pour le moment, certaines non. sanctions, on dit ça va avoir lieu. La Belgique aussi a été très directe, elle a coupé le soutien, mais on voit un silence frappant de la part des Français et aussi de la part de l'Union européenne. Le Parlement a beaucoup critiqué, ils ont demandé qu'on annonce des mesures. Il n'y a rien eu du côté Union européenne. Pas encore. Et ni France. Non, pas encore. D'accord. On sait très bien que la Quai d'Orsay est en contact avec Kagame, mais ils n'ont rien annoncé jusqu'à maintenant. Et donc, et vous savez, il faut rappeler, vous le savez, ce qui est quelque chose qu'on a vu dans les informations qu'on a cherchées, malgré la présence de ressources précieuses telles que le cobalt, le cuivre, et le coltan et l'or sur son territoire. Et c'est ça qu'on se dit, on est pantois, quoi. La RDC, la République démocratique du Congo, fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Selon des estimations, 74,6% de la population vivait avec moins de 2,15 $ par jour en 2023. C'est quand même terrifiant. Oui, ça. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je pense que c'est surtout. J'étais à Kinshasa en 2023 et j'ai vu comment Kinshasa, c'est 10 fois plus grand de quand moi j'habitais là-bas. Mais il y a une pauvreté, il y a une énergie qui est une richesse et une chaleur, mais en même temps, on voit une pauvreté frappante. Michaël Aron, merci beaucoup, merci de vos éclaircissements. Je rappelle et vraiment je recommande vos livres sur le Rwanda, Assassins sans frontières, sur la chute des léopards. Et je sais que vous êtes maintenant dans d'autres domaines, mais c'est toujours intéressant de rappeler ce que vous avez à nous dire. Merci. Merci beaucoup.